Le 18 mars 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Pur sang, Sporting Blood, texte intégral. Ce film, biographie d'un cheval de course, dédié à Gladiateur, à Flying Fox, à Épinard, à Czar, à Barnevelt, débute dans un haras du Kentucky. On voit naturellement de beaux paysages de prairies sur lesquels on comptait et qui nous satisfont, mais sans dépasser notre attente. On n'en abuse d'ailleurs pas, ayant fort à faire pour nous présenter tout le petit monde qui vit entre les pâturages et les écuries. Les Américains excellent à ces peintures familières d'un milieu bien défini, d'où l'importance et l'intérêt de leurs films corporatifs consacrés aux cheminots, aux journalistes, aux maçons, aux médecins, que l'on a toujours manqué en France, faute de savoir considérer la profession du héros comme un facteur moral plus important que ses aventures de dancing. Le doublage français du dialogue dans Pur sang n'arrive pas à compromettre le pittoresque de toutes les physionomies qui entourent la naissance de Tommy Boy. Ce petit événement est dramatisé avec ingéniosité. Une jument célèbre, souvent victorieuse, mais qui n'aime pas les terrains lourds, glisse dans une mare un jour d'orage, se casse une patte et met bas prématurément un petit poulain. Grand émoi et vive affliction de l'éleveur qui doit abattre sa bête préférée. L'orphelin, lui, ne demande qu'à vivre, et pour l'y aider, il y a dans la maison toute une famille de serviteurs nègres, bons comme le pain. Leurs soins inquiets et attendris donnent lieu à quelques scènes charmantes, malgré deux ou trois puérilités bien américaines, telles que les réponses du petit cheval qui hoche du museau, oui, non, quand son palefrenier lui parle à l'oreille. Le poulain Tommy Boy est devenu une superbe bête, l'orgueil du vieil éleveur qui a du cœur pour les chevaux, comme disent les nègres. Pas assez cependant pour refuser 6 000 $ du futur crack. Tommy Boy débute brillamment sur la piste et les photographes américains donnent une excellente leçon à nos opérateurs d'actualité. Cette millième représentation d'une épreuve hippique est très divertissante. On s'avise pour la première fois que le cinéma ne nous avait jamais montré la pesée des jockeys, l'animation dans les box, les vrais aspects du paddock, des guichets de Paris, des tribunes. Parce que l'intérêt est circonscrit, ces tableaux semblent prendre une vie nouvelle. Pour le prochain Grand Prix, peut-être l'homme à la caméra pourrait-il essayer de s'attacher au sort d'un spectateur qui aura misé 5 louis sur un favori. Le cinéma exigeant que la carrière de Tommy Boy soit mouvementée, il passe aux mains d'une élégante, enthousiasmée par les couleurs du jockey. Comme elle le fait courir à tort et à travers, Tommy Boy est battu. Sa maîtresse ne veut plus en entendre parler. Il est racheté au rabais par une troupe d'aigrefins qui se hâtent de le doper. Nous pénétrons dans le monde des combinaisons louches, des courses arrangées d'avance. Pourquoi le scénario ne s'en tient-il pas là? Par malheur, il prétend corser les péripéties classiques. Tommy Boy fourbu sera recueilli par une jeune personne sensible, convaincue du droit qu'ont les chevaux à disposer d'eux-mêmes et à défendre leur honneur, profession de foi que le public accueille avec quelque ironie. Tommy Boy, après avoir retrouvé sa forme au haras natal, gagne le derby du Kentucky. On abuse un peu pour cette occasion du commentaire par radio. Cependant, les images de la course, enregistrées sans doute en automobile, le long de la piste, sont un vrai succès technique. Mais la victoire de Tommy Boy, redevenu un cheval honnête, symbolise le relèvement moral d'un mauvais garçon dont la jeune propriétaire est amoureuse. Et il est à peine besoin d'ajouter que cela colore la conclusion d'un comique involontaire. Il est aisé, on le voit, de distinguer dans cette bande le meilleur et le pire. On ne pourra nier qu'elle soit très cinéma dans le style d'Hollywood 1920, aéré, naïf et agrémenté d'énormes sottises. On retrouve dans plusieurs circonstances du film Clark Gable, à qui l'on est en train de faire la réputation d'un nouveau Valentino. On laissera au spectateur
dont le rôle est capital en l'occurrence, le soin de décider si ce grand diable aux mandibules saillantes leur paraît digne de jouer le jeune premier idéal. Nous n'avons vu jusqu'à présent Clark Gable que dans des rôles secondaires, où l'on n'a guère pu apprécier que sa sobriété. Nous ne concevrions pour notre part aucun inconvénient à ce qu'il nous débarrassât de M. Ramon Novarro, joli acteur comique, parfaitement inapte aux créations passionnées.